Bienvenue dans Techspresso, ici c'est Alex. On se retrouve pour parler tech autour d'un bon café. On va explorer des idées, partager nos projets et juste kiffer la tech ensemble. Prêt pour votre dose de tech avec une touche de fun? Allez, c'est parti. C'est bon, c'est parti. Donc du coup, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'infra as code. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? D'y passer. J'ai plein de questions moi en plus sur le sujet parce que ça m'intéresse carrément. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'infra as code? Moi, je suis Donc curieux personne. d'avoir votre définition là. Euh, Ultra enfin, curieux. si tu traduis bêtement, c'est quoi? Tu mets en place ton infra en faisant du code, quoi, clairement. C'est ça. Oui, Ouais, non, mais je veux dire, si tu traduis textuellement, c'est ça. si tu traduis textuellement, oui, c'est ça. Après, de mon point de vue, il faut différencier les types d'infras, quoi. Parce que Attention. par exemple, T'as si tu plusieurs fais, types, attention. ouais, si tu fais du Docker, quelque part, tu fais de l'infras code. Si tu Oui, fais de l'Ansible, tu fais de l'infras code, mais d'un autre type, plutôt de la configuration as code. La Si tu configuration fais, management, ouais. ouais, si tu fais du Terraform, tu fais de l'infras code au sens infrastructure, bah, les couches basses. En fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la particularité de l'infras code, c'est pas le fait de faire du code typiquement. Parce que quand tu regardes bien, Ansible, c'est du YAML. C'est pas un langage, on va dire, qui te permet de faire des boucles nativement, etc. Si tu prends un Docker Compose ou si tu prends Kubernetes, c'est aussi du YAML. Il n'y a pas de logique dedans. On va pas dire, ouais, donc c'est pas voilà. du code à proprement parler, quoi. Voilà. Quand on parle d'infras code, il faut bien avoir en tête que le but, c'est de passer en mode déclaratif. Le mode déclaratif, ça vous parle par rapport au mode Yeah. impératif? Tu Par dis ce que exemple, tu veux, la machine le fait. voilà, c'est ça. Toi, tu ne te prends pas la tête à savoir est-ce que la machine elle est dans le bon état. Tu lui dis, moi, je veux que la machine elle soit comme ça. Quand tu vas à la boulangerie, tu demandes un sandwich au jambon. Tu te poses pas la question de comment il est fait, quoi. Ouais, ou au thon, comme tu veux, Ouais, mais, au thon. mais Le thon, c'est voilà. pas bien, ça tue les dauphins. Allez. Bah, jambon, ça tue Oui, les cochons, hein. oui, voilà. Donc, bon, l'un dans l'autre. Non, mais voilà, oui, c'est ça. Il faut bien faire la différence justement entre ces différents points. C'est que faire un script, aussi bien qu'il soit, ce n'est pas forcément de l'infras code. Dans la dimension de l'infras code, on a une logique de se dire je veux déployer quelque chose dans cet état-là. Mais ce qu'on va vouloir être capable de faire aussi, c'est de dire si je reprends ce même composant et que je le redéploie, est-ce que ça va me donner la même chose? Oui, c'est la répétabilité qu'on cherche. La répétabilité, oui, mais sur une certaine forme. On appelle ça l'idempotence. Tu lances ton truc, ça change rien. Si ton infra elle est déjà configurée, bah, tu vas juste te dire OK. C'est que quand j'ai commencé à faire du PowerShell DSC, qui est un autre système de management d'Ascode un peu comparable à Ansible, je suis allé voir sur Wikipédia la définition mathématique de l'idempotence. C'est intéressant. Bon, c'est f de f de x égale f de x. Allez lire la page Wikipédia sur l'idempotence, vous allez voir. Si vous avez du mal à dormir, c'est cool. Je vais la noter, je la mettrai dans les liens, tu vois. Pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, 6 heures du matin, le mercredi. Non, en fait, ce qu'il faut bien, vraiment bien faire attention, c'est que bon, l'infrascode, c'est super cool. Euh, enfin, moi, j'adore ça. En tout cas, ça fait un paquet d'années que j'en fais. Que je casse les pieds aux gens avec ça aussi. Oui, Après, il faut pas être non plus dans une démarche de se dire je vais tout automatiser. Parce que il y a plein de cas, enfin, à part en lab ou en démo, ou dans des infrastructures assez particulières sur Azure et tout ça, on va Où tu pouvoir. maîtrises tout surtout. Voilà, là tu vas tout maîtriser, tu vas pouvoir gérer le réseau facilement, tu vas pouvoir gérer le stockage facilement, etc. Quand on est dans la vraie vie, sur une infra on-prem un peu classique, faire du full infra code, c'est quand même un peu plus compliqué. Parce que bah, tout ce qui est configuration réseau, déjà il va falloir avoir des équipements qui sont supportés par les outils. Bon, il y en a quand même de plus en plus côté Ansible pour gérer du réseau, mais ça reste quand même pas anodin. Et
il faut déjà avoir une infrastructure. Parce que tu peux pas lancer ton Ansible si t'as rien. Oui, Tu oui. peux lancer Python Post à la limite, mais Mm. je veux dire, dans une logique zéro trust, c'est pas terrible. Ouais, c'est le Donc, serpent qui se bouffe la queue, c'est ce que j'ai eu quand j'ai monté mon Proxmox. Je dis merde, du coup, mon serveur qui contrôle tout ça et qui lance mes scripts Ansible, je le mets où, quoi? Sur le Proxmox, donc ça veut dire que le Proxmox doit déjà être configuré. bah oui, c'est ça. Donc il y a toujours ce petit delta. Après, ce qui va être vraiment important quand on fait la transition de se dire je veux faire de l'infra as code, la bêtise à pas faire, c'est de, par exemple, poser les sources sur son PC et ne pas les versionner. Parce que quand on dit infra as code, c'est gérer l'infrastructure comme on gère du Oui, code. Donc il va falloir mettre en place des linters, des outils qui vont vérifier que syntaxiquement le code est bon, qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe et autres, pour que quand tu le déploies, ça ne crée pas de problème plus qu'autre chose. des tests Après, unitaires. ouais, alors le test unitaire, c'est quand même un scénario un peu plus avancé. Ça va pas être forcément le truc que tu vas faire dès le départ. Non, c'est sûr. Test Mais unitaire quand pour ça, un mais quand ça déploiement, commence à bien grossir, c'est indispensable. Mais ça reste quand même pas à la portée de tout le monde. Et je trouve même, moi, globalement, que les outils pour faire du test, par exemple, avec Ansible, euh, ben, tout le monde peut pas le faire, quoi. ah C'est non. une molécule, c'est en Python, c'est du code un peu bizarre. Et même la philosophie est très compliquée à comprendre sur molécule, des trucs. Ben, oui, la philosophie, elle est assez compliquée à comprendre parce que finalement, comme on veut piloter l'état final, il faut faire quoi? Tu valides à la fin que ton truc il est dans le bon état? Ouais, non, c'est les assertions, machin. Tu simules des signes. Ouais, enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, mais du coup, on n'est pas Tu dans dis, une tu dis, tu logique. dis, voilà, j'aimerais que mon code fasse ça. Voilà, tu pars du principe que tu dis, mon code devrait faire ça, puis après tu le testes pour qu'il le fasse, quoi. Ouais, mais du coup, c'est pas vraiment du test unitaire puisque tu testes un résultat qui Oui, existe déjà. Donc on est j'ai plutôt énormément, test j'ai exposé. énormément de problèmes avec cette notion dans PowerShell aussi avec Pester. Hmm. J'ai beaucoup de mal. Après, ça va dépendre aussi du découpage de ton code. Par exemple, si tu fais du PowerShell, tu as ta fonction. Si tu la découpes suffisamment bien, tu vas être capable de pouvoir faire un test unitaire en PowerShell. Par contre, dans Ansible, faire un test unitaire en temps unitaire, c'est pas si évident que ça, parce que finalement, derrière, la tâche, elle est déjà testée en amont. Oui, La tâche en tant que puis telle. et puis en général, quand tu débutes dans ton premier playbook, tu fous toutes tes tâches dedans, quoi. Tu te poses pas de questions. Donc il y a plus Ah, vraiment de. c'est en vrac, oui. Si tu Après, commences après à jouer avec les rôles, à créer des sous-tasks et ce genre de choses, quoi. oui, après, par contre, pour les rôles, il faut pas hésiter à se servir de Ansible Galaxy. Donc, c'est un outil qui est packagé avec Ansible, qui a justement des templates de rôles Ouais, ouais. pour pouvoir les structurer correctement avec les fichiers nécessaires pour faire comme il faut, etc. C'est peut-être quelque chose qui manque un peu côté Terraform, par exemple, pour cette partie-là, parce que finalement, tu vas pas avoir comment dire, de boilerplate ou template qui te permet de structurer. Euh, Après, ça reste des outils. Si tu comprends pas le concept en dessous de l'infra as code, c'est-à-dire de gérer ton infra comme du code, tu n'y arriveras pas en fait à le mettre en place. Et donc tu vas te retrouver avec des trucs où finalement, moi je le vois souvent, les gens utilisent Terraform. Terraform, il a une particularité, c'est qu'en fait, il a un state. Le state, il doit être stocké en remote. Par exemple, quand on fait de l'Azure, on va le stocker sur un compte de stockage. euh, pour pouvoir justement faire en sorte que quand on le lance avec une pipeline ou par exemple avec une machine de déploiement exprès pour faire ses tests et tout, Ils soient capables de connaître le state, quoi. en fait, ouais, le state, il va stocker l'état du dernier déploiement. Mm. Donc tu déploies, il met les éléments dans le state, et après, en fait, la fois d'après, il va aller dire Ils à comparent. qu'est-ce que tu as réellement. Il va comparer avec le state et il va comparer avec son état à lui. Il fait une comparaison trois voies. Et il va recalculer le graphe des dépendances, parce que c'est ça qui est intéressant dans Terraform, c'est qu'il est basé sur du graphe. Donc il va calculer le chemin qu'il faut pour arriver au résultat attendu. Si on n'a pas ce state, en fait, on va être dans un mode un peu imprévisible. On n'aura pas la capacité de savoir qu'est-ce qui va se passer si je fais l'action. Et donc la première action dans Terraform qu'on va faire, indépendamment des init et trucs comme ça va être justement le plan. On va dire qu'est-ce qui va se passer si je fais ça.
Et là, derrière, on va avoir donc un rapport qui nous dit, je vais rajouter, je sais pas moi, une carte réseau machin, je vais rajouter un disque dur truc, une VM bidule, un compte de service ou je ne sais quoi. Mais si on n'a pas cette construction mentale de se dire, je vais faire mes changements, on peut arriver à des trucs où on va supprimer nos ressources sans faire exprès. Parce que dans Terraform, si on enlève la ressource du code, qu'on la commente, pour lui, c'est une suppression. Donc il faut faire attention à ça. C'est hyper important de se dire, ce qu'il y a dans mon fichier Terraform, ou dans mes fichiers Terraform si on les décompose, c'est ce que je vais déployer. Donc si on l'enlève, il n'y est plus. C'est con, hein, mais il y en a plein qui se font avoir comme ça. Et est-ce que l'inverse, ça marche aussi? Si jamais tu ajoutes une ressource, je vais dire une bêtise, physiquement à ta VM, et il fait une comparaison, ça lui plaît pas, il te la supprime. Ça peut arriver. Ça peut arriver si tu arrives dans des templates un petit peu plus compliqués avec des sous-modules. Dans Terraform, quand on découpe le code, on va avoir la première étape, c'est de faire un fichier TF où on a ses ressources, ses data sources, ses variables, etc. Qu'on va déployer. Après, la deuxième étape, c'est de se dire, là, moi, chaque fois que je déploie une VM, je vais lui mettre des tags qui vont bien, je vais lui mettre la carte réseau bidule, je vais mettre tel ou tel OS. Donc, à la fin, tu arrives à avoir un pattern où tu sais que finalement, tu fais toujours les mêmes opérations. Donc, tu vas créer ton module. Donc, le module, c'est quoi? C'est un dossier avec dedans un fichier TF. Hein. C'est pas sur un truc de ouf, avec quelques variables pour pouvoir lui passer les éléments. Quand tu arrives sur comment dire, des modules, tu peux justement l'inclure dans ton fichier parent. Et à partir de là, tu vas pouvoir potentiellement faire des boucles pour dire je veux déployer 10 VM. Donc là, oui, on peut faire une connerie, c'est-à-dire que tu changes l'ordre d'un truc et il va vouloir te supprimer les 10 VM parce qu'en fait, tu as changé un truc dedans, genre le nom. C'est pour ça qu'il faut toujours faire le plan avant de dire tiens, je fais un apply. Non, jamais l'apply direct. C'est hyper dangereux en fait. Après, dans à peu près tous les cloud providers, on a la possibilité de mettre des locks. Quand vous êtes en train de faire des tests sur une infra réelle, je vous recommande de mettre en place des locks pour faire en sorte que Terraform ne puisse pas réellement supprimer les ressources en cas d'erreur. Parce que aussi, des fois, entre le plan et l'apply, il y a un delta. Et des fois, ça fait drôle. Une fois que j'ai fait supprimer tout le réseau d'un client, c'était... Je me doute. Bon, Puis c'est pas 3 machines en plus. voilà, c'était un réseau hub and spoke. C'était en plus, on était en 2017. C'était un soir avant de partir pour rentrer à la maison. Donc J'allais dire la play du soir de fin de semaine avant de partir et tout. C'était à peu près ça, ouais. Donc là, du coup, je vois le truc qui me dit, il me sort quoi? Il me sort une erreur. Je peux pas supprimer le subnet. Pourquoi tu veux supprimer le subnet? Là, je regarde. Ah oui, merde. Et du coup, en fait, heureusement qu'il a pas pu parce que j'avais mis des locks et tout. Parce que sinon, vraiment, littéralement, je supprimais tout le réseau avec les Palo Alto et tout qui étaient configurés dedans. Et donc, oui, ça fait drôle. Bon Ouais, c'est hyper week-end. dangereux comme truc, ça. Alors, oui, c'est dangereux. C'est pour ça que je dis que quand on fait de l'infra as code, il faut commencer par des petites parties. Il y a aussi une logique dans Terraform qu'on peut retrouver ailleurs, hein, c'est d'utiliser des ressources existantes. C'est-à-dire que quand on crée son Terraform, le premier qu'on va faire, on va mettre que des ressources avec quelques variables et puis voilà. Quand on va monter un peu en maturité sur le produit, on va se dire je vais découper mes couches basses de mon infrastructure. Donc par exemple, si on est sur Azure, on va mettre par exemple les ressources groupes, les comptes de stockage bas niveau, on va configurer tout ce qui est rôle pour les droits, etc. Et ça va être notre première zone d'atterrissage. Ensuite, on va faire un deuxième fichier Terraform qui va référencer avec ce qu'on appelle data source pour aller chercher les infos qui sont déjà déployées. L'avantage du data source, ça prend un peu plus de temps à appliquer et tout ça, ça complexifie un peu le schéma, mais par contre, il va interroger le cloud provider ou l'hyperviseur ou n'importe quoi pour dire cette ressource-là, je veux récupérer ces infos pour pouvoir m'en servir ailleurs. Par exemple, on dépend réseau, et un subnet, on va dire je veux avoir les infos de ce subnet dans ce VNet-là pour pouvoir rattacher ma machine. Comme ça, on se protège en fait de ces éléments.
Après, il faut aussi être indulgent envers soi-même quand on met en place ce genre de choses, Ansible, Terraform, etc. Commencer par des trucs simples. Par exemple, pour de l'Ansible, tu te dis, voilà, sur tous mes posts, j'ai besoin de tester que la dernière CVE qui est sortie n'est pas applicable sur mon parc. Tu vas faire tout simplement un scan de ton parc avec Ansible pour vérifier que la CVE elle est traitée. C'est bête, c'est pas très compliqué parce que finalement tu as juste une Et question. finalement, et comme tu fais que un get, tu risques pas grand-chose. Voilà, il faut se protéger contre soi-même en fait. C'est ça la plus grosse difficulté, c'est de se dire je suis un homme, je suis une femme, mais je suis pas un sur-informaticien et je suis pas surqualifié, je suis pas le meilleur du monde. Il faut rester humble et se dire là je vais gérer un parc, je vais gérer quelque chose pour un client ou pour l'entreprise qui m'embauche. Il faut se dire comment je fais pour que ça n'ait pas d'impact sur les utilisateurs, sur tout ça. Enfin, ça, c'est le discours que tout le monde devrait avoir, peu importe ce que tu fais, que ce soit de l'Ansible ou pas, hein, Terraform ou ce que tu veux. Peu importe ce que tu fais, mais par contre, tu vois, le blast radius, donc c'est-à-dire le ratio d'emmerdement que tu peux avoir avec des outils comme ça, il est énorme. Oui, oui, non, mais je veux dire, même un mec qui touche un hyperviseur avec l'interface web, genre Proxmox que Laurent fait là par exemple, tu dois aussi te poser la question de ce que tu fais si ça n'a pas d'impact. Peu importe ce que tu fais. Bien sûr, mais tu vois, en cliquant sur des boutons sur une interface web, bon, à moins de vraiment merder, tu as toujours une confirmation, un machin. En général, ils te demandent, êtes-vous sûr de vouloir être sûr de Oui, vouloir bien sûr. confirmer? Tu vois, mode Vista, t'es vraiment sûr. Donc maintenant, en gros, on sait ce que c'est la phrase code. C'est Ouais, mais par contre, automatisé, avec un langage déclaratif, ce genre de choses. Mais on en revient à la question, quand est-ce que ça vaut le coup de le mettre en place? c'est ce que À j'allais partir de, demander à justement. partir de quel moment? Est-ce que sur une infra qui est existante, qui fonctionne, ça vaut le coup de le mettre en place, sachant que tu n'as rien à modifier, tu n'as rien à faire évoluer, et à quel moment tu le fais? Moi, de mon point de vue, bon après, je suis pas objectif parce que pour Ben, l'instant, personne n'est objectif, on est tous fans de la phrase code. non, mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, tu dois avoir un disaster recovery plan que tu as bien Mhm. écrit, tout ça. Bah oui, voyons. Comme tout le monde, hein, il est toujours à Oui. jour avec tout ce qui va bien dedans. Il faut Ah se ouais. dire qu'en fait, finalement, la mise en place de l'infra as code et de la config as code va te permettre aussi de simplifier ton plan de reprise d'activité. Oui, j'avoue. Ça n'empêche pas les backups, ça n'empêche rien du tout, hein, c'est pas ça le sujet. C'est à partir du moment où tu te dis, je mets en place un plan de reprise d'activité, est-ce que ça vaut pas le coup de l'automatiser? Donc, tu crées, pourquoi pas, un Terraform ou un Ansible en fonction de ton hyperviseur si, en local, pour pouvoir remettre en fait les machines virtuelles avec les backups, etc., vérifier que les configurations sont bonnes, que automatiser la partie test en fait de ton infrastructure. Donc, tu vas te mettre je sais pas, sur ton domaine contrôleur, tu vas vérifier qu'il arrive à accéder au DNS, machin, faire tes tests NTP, tu vois, tous ces trucs-là, qui sont chiants à faire parce que y a plein d'étapes, quoi. Je l'ai fait la semaine dernière. Voilà. J'ai remonté un environnement de test sur Azure d'un de mes contrôleurs de domaine et j'ai lancé plein de DCDiag et compagnie, quoi. Mais à la main, parce que c'est la première fois que je le fais. On vient de monter cet environnement, c'est un nouveau truc qu'on vient de monter pour le DRP, justement. Donc là, mais Ouais. il faut que j'automatise tout ça aujourd'hui. Voilà, donc du coup, ben, finalement, si tu automatises cette partie-là, tu vas avoir plus de maîtrise. Et donc, tu arrives sur le DevOps. Le DevOps, en fait, le but, c'est pas de dire les devs et les ops se remplacent l'un l'autre pour que l'ops devienne un dev et puis que le dev devienne un ops. Normalement, c'est pas ça. Enfin, à la base, c'était pas ça. Non, c'est devenu un peu n'importe quoi, mais normalement, le principe, c'est de se dire, pour faire en sorte que ma production fonctionne, il faut que je me plante le plus tôt possible. Donc, shift to left. Hein, comme ça que je l'explique, moi. Parce que finalement, un bug en prod, ça te coûte vachement cher. Un bug en dev, tout le monde s'en fout. Donc finalement, avec l'infra as code, tu vas être capable de faire ton infrastructure, c'est la tienne par exemple, Alex, la faire en plus petit, avec des VM plus petites, parce que finalement, ce qui tourne dedans, on s'en fout, il n'y a pas d'utilisateur. Donc tu n'as pas besoin des mêmes ressources, tu n'as pas besoin de tout ça. C'est sûr. Donc tu vas pouvoir miniaturiser ton infrastructure, faire tes tests, etc. Peut-être aussi éventuellement te dire, vu que je l'ai automatisé maintenant, ce déploiement avec des tailles de VM différentes,
pourquoi je ferais pas un petit peu plus de renforcement de sécurité pour mettre en place un peu de zéro trust, tu vois, par exemple, au hasard. Allez écouter l'épisode précédent de Texpresso si vous voulez savoir plus Voilà, d'infos sur le Zero Trust. et si on dit des gros mots, faut nous envoyer des messages pour nous dire ce On qu'on n'a a pas dit des gros mots, je crois pas. Il me semble pas. Si, moi, on m'a dit qu'on avait dit des gros mots type EDR, des choses comme Ah, ça. XDR, EDR, Voilà. Ouais, ouais, mais PTD, PTDR. Ah non. C'est vrai que nous, on est plutôt des profils infra, et donc, du coup, il y a des trucs comme ça qu'on connaît. Donc, pour le public des Mais c'est prévu qu'on fasse un débrief de tous les mots, les gros mots pardon, qu'on aurait pu employer dans les précédents épisodes. C'est prévu. J'en dis pas mal. Tant que c'est pas des gros mots français, ça passe. Par contre, les gros mots techniques, il faut pas hésiter à poser des questions. Ça, c'est hyper important, même dans cette partie infra-code. Finalement, on va avoir après des définitions, des choses. Voilà, il faut pas hésiter en fait à s'entourer, à aller poser des questions, pourquoi pas sur les réseaux sociaux, sur tous ces, ou d'aller à des événements pour apprendre en fait ces choses-là. Ou de nous rejoindre sur le Discord. Ouais, Aussi. sur le Discord aussi. Ça fait partie des réseaux sociaux. Mmh. Voilà. Ouais. Ce qui est important, c'est vraiment de ne pas se prendre la tête en fait. Il ne faut pas se dire je vais faire de l'infrascode pour faire de l'infrascode. Il faut avoir un besoin derrière. Si tu n'as pas de besoin, bah, pourquoi tu vas aller faire de l'infrascode? Ouais, Mais ouais, justement, à quel moment t'en as besoin? petit retour d'expérience. Un peu plus de 20 ans maintenant que je fais de l'admin système. J'ai fait de l'infra as code 2 fois. Une fois, alors j'ai essayé de la pousser, mais ça n'a pas pris. C'est parce que j'avais une ferme RDS de 40 serveurs à mettre en place. Et il fallait que les serveurs soient ISO. Donc pour que les serveurs ils soient ISO, bah, tu pousses avec la même config, avec le même code. Tu es sûr que tous tes serveurs aient toujours la même config. Et moi en perso, bah, c'est pour monter mes labs de démo, quoi. Quand j'ai pas forcément une grosse infra à la maison, donc mes labs, je les détruis. Quand je fais mes meet-up, une fois que j'ai fait mon meet-up, je détruis mon lab. Si dans 2 mois je dois refaire mon meet-up, bah, je remonte mon lab. Hop, je relance mon script, ça recrée mon lab, terminé, quoi. C'est ce que je suis en train de reprendre sur mon Proxmox aujourd'hui, quoi. Faire ça Voilà. maintenant aujourd'hui. Mais c'est les 2 cas vraiment où moi je l'ai utilisé sur les 20 dernières années, quoi. Après, l'intérêt, c'est pas forcément que la création et la destruction du lab. Ça va être aussi comment je fais pour modifier, en fait. Oui. Sur la partie ferme RDS, effectivement, c'était pour mettre à jour les applis dessus, par exemple. Ouais, tout simplement. Avec PowerShell DSC, je poussais, je sais pas, un Notepad++. Si demain je voulais passer Notepad++ avec la nouvelle version sur tous, bah, je le changeais dans le fichier, je push, terminé, quoi. Tout le monde Ouais, récupère la dernière version. C'est Si je hyper veux être sûr important. que tous mes serveurs aient cette version-là, bah, l'infrascode, c'est pour ça, quoi. Ah oui, mais clairement, pour avoir quelque chose d'ISO, de standard, D'ISO, ouais. c'est super top. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir du côté des outils comme Packer, par exemple, ou Vagrant. Vagrant, pour faire du lab, c'est hyper pratique parce que finalement, tu vas avoir un peu un mélange entre Packer et Terraform pour déployer vraiment une infrastructure, un peu comme du Docker Compose en fait, concrètement, mais avec des machines virtuelles. Ou pourquoi pas des Docker aussi, ça peut marcher. Mais l'idée, c'est, enfin pour moi, de l'infrascode, c'est que n'importe qui peut en faire. C'est comme Ratatouille, tu vois. Je sais que Oui. tu connais Ratatouille. Tout le monde peut cuisiner. Mais l'infrascode, c'est pareil, tout le monde peut en faire, après ça dépend. Tout le monde peut cuisiner, mais c'est pas forcément bon. C'est pareil avec l'infrascode. C'est ça. Oui, mais justement, après, tout le monde peut cuisiner. Oui, tout le monde peut cuisiner. Après, en fonction du budget du client ou de l'entreprise où tu travailles, finalement, tu vas avoir des limites à un moment. Mais c'est pas parce que tu as des limites, on va dire, physiques du matériel que tu vas pas pouvoir essayer de réfléchir à comment tu vas pouvoir coder certaines parties de ton infrastructure. Oui. Tu vas peut-être pas pouvoir tout faire, mais c'est pas grave. Si déjà tu as fait, je sais pas moi, 70% du travail. Surtout que tous les outils que tu as cités, comme Terraform, Packer, Vagrant, c'est gratuit, hein. Alors, attention. Enfin, Voilà, l'outil, je l'attendais. l'acquisition de l'outil est gratuite, après c'est du temps homme. Alors, oui, mais non, parce qu'en fait, les outils HashiCorp ne sont plus gratuits. Plus entièrement. Oui. Ils ont changé de licence et tout ça. Tiens, Alex, il en a marre, il éteint la lumière. Ouais, il se casse, il en a marre. Oui. Oui, j'ai vu qu'ils avaient changé de licence, mais t'as eu des forks. Je crois que pour Terraform, il y a eu un fork, non qui est resté. Ça, c'est des sujets politiques, mais en gros. Mais ça reste utilisable. En tout cas, si Oui, tu ça veux reste utilisable. t'entraîner et si tu veux apprendre, ça reste utilisable. Voilà. Après, c'est pareil, Ansible, il est aussi open source.
est gratuit. Par contre, il y a une version payante. Qui est Oui, bah avec Ansible Ansible Tower. Tower, Voilà. Et tu as son pendant dans le libre qui est AWX. qu'on utilise nous chez mon client. Voilà. Bon, t'as pas tout à fait les mêmes fonctionnalités entre AWX et Ansible Tower, mais je veux dire, dans la logique, en fait, aujourd'hui, si tu veux faire de l'infra as code, globalement, quasiment toutes les solutions, elles sont open source. Au moins avec un modèle, toujours pareil, avec un modèle free, plus un modèle pour avoir des fonctionnalités de gestion d'entreprise. Oui, tu as toujours un modèle premium associé, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, tu as Terraform Cloud, par exemple, tu as Packer Cloud, enfin, c'est Packer HCP. Enfin, tu as pas mal de, de petites utilités comme ça. Mais tu n'es pas obligé de faire des gros trucs pour faire de l'infra as code pour que ce soit sympa et fun. Même si tu déploies une seule VM avec un template Packer que tu vas comment dire, déployer sur un Hyper-V avec du Terraform, tu peux, ou de l'Ansible. Enfin, moi, il y a un truc sur mon GitHub, vous pouvez regarder, j'ai créé ça il y a quelques années. J'avais fait un lab pour, sur un host Windows 10, créer, donc, enfin, installer tout ce qu'il faut. Donc là, j'ai juste un petit script de bootstrapping pour installer Hyper-V, les features, les machins. Après, dans cet hyperviseur, j'installe un hyperviseur en Du nested. nested. Ouais. Bah ouais, parce que sinon c'est pas marrant. Et après, à l'intérieur de cet hyperviseur, je déploie un template de VM Packer Ubuntu pour créer un cluster Kubernetes et l'auto-joindre. Bon, il faut une machine Windows 10 avec 128 Go de RAM. Non, Mais à quel moment tu te fais du mal comme ça? Pourquoi t'as un Pour souci? s'amuser. Tu ne t'aimes pas? Pour s'amuser. j'aime bien faire des trucs drôles. J'avais fait une démo aussi à l'époque avec Stanislas. Je crois que c'était pour Microsoft Experience ou Cloud Summit, je sais plus. J'avais fait une démo où en fait, du coup, enfin sur Azure pour le coup, avec Terraform, je déployais une machine virtuelle. Et dans cette machine virtuelle, j'avais un template, un playbook Ansible qui déployait une autre machine virtuelle. Ouais. Voilà. Inception. Ça sert Carrément. absolument à rien, mais par contre, pour apprendre, c'est un boulot. Parce qu'en fait, quand tu apprends quelque chose comme ça, comme l'infra as code ou comme la config as code, ou même éventuellement, pourquoi pas la doc as code, hein, parce qu'une fois que tu as codé ton infra, bah, rien ne t'empêche en fait d'être suffisamment déclaratif dans ton code pour être capable d'utiliser des outils comme Terraform Docs, Ansible DocGen ou des trucs comme ça, pour qu'ils scannent ton code et qu'ils te génèrent la doc associée. Et donc à chaque fois que tu fais une modification, finalement, Ta doc est à jour. tu vas aller committer ton code, ta pipeline de CI/CD met à jour la doc. Et puis bah nous, on est tous un peu feignants hein, sur la doc. Qui aime écrire de la doc? Tout le monde. Pas moi. Non. Voilà. Qui aime trouver une doc à jour? Tout le monde. Ouais. Par contre, personne n'aime l'écrire. Et donc c'est vrai que bah, du coup, finalement, c'est un peu dommage. Alors, il y a un autre intérêt à l'infra as code aussi. Un autre. Ah, attention. Spoiler. Il y a en fait des outils aujourd'hui qui existent pour faire de l'analyse statique de code. Terraform, ARM pour Azure, CloudFormation, etc. pour AWS, qui vont scanner le code et qui vont te dire attention, là, tu as oublié un truc. Genre, tu as oublié une règle de pare-feu, tu as oublié ceci, tu as oublié de chiffrer les disques, tu as oublié de faire machin. Et donc, du coup, grâce à l'infra as code, tu peux avoir une meilleure visibilité sur ton infrastructure pour pouvoir anticiper et mettre en place les correctifs. Et l'autre intérêt derrière aussi, c'est que finalement, quand par exemple tu fais des modifications sur un serveur à la main, ces modifications-là, tu vas pas pouvoir dire bah, je reviens en arrière. Parce que c'est pas toujours possible en fait. Avec de l'infra as code et de la config as code, tu vas avoir justement ce contrôle de dire, bah, par exemple, pour configurer quelque chose, tu vas plus être dans la logique je vais installer mon serveur à la main, donc un Windows Server, donc je vais mettre une petite heure à installer mon OS, machin, patcher, installer les trucs dedans, machin, donc on a pour 4 heures à installer ton bordel, restaurer la database, etc. Si tu automatises ton process avec du Packer, plus de l'Ansible, admettons, sur une infra on-prem. Donc tu as un template Packer qui te permet de déployer un Windows Server qui est déjà à jour. Déjà tu gagnes du temps parce que le truc ça prend 5 minutes. Allez, Windows Update, c'est. Voilà. Même avec un WSUS, même avec tout ça, Oui. c'est chiant comme la pluie, c'est super long. Voilà. Moi, j'aime pas la pluie. Donc après, je sais pas, chacun un truc. Hein, mais... Moi, je suis dans le Nord, donc la pluie, je vis avec. Donc voilà. Ah ouais. Ouais, non. Voilà, la pluie.
Du coup, effectivement, le but, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour gagner du temps sur le remplacement d'une machine? Parce qu'il y a une autre logique aussi derrière Infrascode, c'est transformer la gestion de ces petits serveurs animaux de compagnie pets en gestion d'un troupeau. Bon, alors attention les véganes, hein. Attention, hein. C'est pas des notions pour eux, ça. Je ne parle pas de l'industrie agroalimentaire et tout, c'est un autre. On ne parle pas d'animal physique. Voilà, un serveur virtuel n'a pas vraiment d'âme, il s'en fout de tout. Bref, quand on déploie une infrastructure à la main, on a tendance à avoir un lien d'affect avec le serveur. Soit parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'on installe un outil de merde pour les comptables et qu'on n'aime pas ça, parce qu'ils sont toujours codés avec les pieds, ces outils-là. J'avoue. Voilà, hein, surtout dans certains secteurs qu'on ne citera pas. Les outils métiers, c'est toujours du rêve. Ou alors des trucs qu'on va bien avoir, enfin, qu'on va bien aimer parce qu'on a passé du temps pour affiner. Voilà, aux petits oignons. Voilà, aux petits oignons. Ça, c'est un serveur de type pet. Donc c'est un animal de compagnie, il a un petit nom, on l'aime bien. Quand il est malade, on va le soigner à la main. Quand on est dans la logique infrascode, quand il marche plus, on le bute. C'est un peu radical, ouais. Bah oui, tu le butes et t'en mets un autre qui fait la même chose. Parce que finalement, ce qui va être intéressant dans le workload qui traite ton serveur, c'est le workload qui traite. Mais son nom et puis savoir quand est-ce qu'il a été déployé, on s'en fout un peu, quoi. C'est pas important. Et donc on est aussi dans cette logique avec Kubernetes, par exemple, quand tu déploies quelque chose, finalement tu déploies un pod. Pour ce pod, tu as un conteneur Docker qui tourne, sauf que quand tu peux le mettre à jour, tu fais comment? Tu dis à Kubernetes, mets-moi à jour le déploiement machin avec l'image truc. Et il va faire quoi? Détruire le pod et recréer le prod. Enfin, Non, le conteneur. Enfin, oui, créer le nouveau, détruire l'ancien, quoi. Voilà, il crée le nouveau, il détruit l'ancien. Et donc, finalement, quand tu fais le parallèle sur une infra, ça veut dire qu'il va falloir aussi faire en sorte que ton découpage de l'infrastructure soit fait légèrement différemment. Donc, fini les noms DNS qui dépendent du nom du serveur, tu vas faire un CNAME pour faire ça proprement. Ou éventuellement, tu vas, pourquoi pas, mettre un load balancer. Un load balancer, aujourd'hui, il y a des load balancers qui marchent très bien en virtuel pour abstraire cette partie-là. Par exemple, tu mets un Nginx, tu fais reverse proxy vers ton infrastructure. Déjà, tu augmentes ton niveau de sécurité parce que ton serveur physique n'est plus exposé directement, mais tu passes par autre chose. Et donc, il y a quand même des logiques d'architecture à mettre en place pour pouvoir adopter l'infra-as-code et le faire correctement sans prendre de risques. Parce que finalement, si tu mets un reverse proxy, tu vas pouvoir dire, j'ai mon instance A de mon service qui tourne, et je vais déployer l'instance B, je vais pouvoir tester que ça marche toujours. Si ça marche toujours, je vais supprimer l'instance A, et je laisse Nginx gérer la répartition des flux. Ou HAProxy, par exemple, si on fait du RTP. Ça marche Oui, mieux. on a du HAProxy, ouais. Pour tout ce qui est flux... du coup, tu faisais quoi? Du TCP ou du DP pour le RDP? Alors, c'est du TCP. D'accord. Parce que du coup, avec HAProxy, tu peux faire les deux. TCP et UDP. Et l'intérêt de l'UDP, c'est que du coup, sur RDS, ça marche super bien. Voilà. Mais Aujourd'hui, j'ai du HAProxy sur mon client actuel. C'est pas là où j'avais ma ferme RDS, c'était encore un autre client. quand vous avez une ferme RDS, typiquement, en mettant un HAProxy devant, c'est pas très compliqué. Vous en mettez un petit, il n'y a pas besoin d'un gros truc. Et du coup, justement, vous allez pouvoir créer l'abstraction nécessaire de cette ferme RDS pour pas être lié, en fait. Mhm. Parce que finalement, c'est aussi ça le principe de l'infra-as-code, c'est de se dire, on gère comme du code. Donc quand on fait du code proprement, on s'arrange pour que nos composants ne soient pas couplés avec un couplage fort. C'est la base. Dans une infrastructure traditionnelle, c'est vrai qu'on a un peu tendance à, quand on est sur un hyperviseur classique, machin, à avoir les utilisateurs qui se connectent en direct sur le serveur. Oui. Ce qu'il ne faudrait pas faire. Surtout dans une démarche Zero Trust, c'est pas bien. C'est pas bien, hein. Non, je regarde personne, hein. Non, 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 je me sens pas vissé. pas du tout. Surtout que finalement, un HAProxy, moi je me rappelle à une époque, je faisais de l'auto-hébergement avec un Seagate Dockstar chez moi. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'était un ARM V5
Je crois que c'était un Kirkwood qui tourne à 1,3 GHz, un truc comme ça. Donc en fait, à la base, c'était un machin pour pouvoir mettre un disque dur Seagate dessus, que des mecs ont bricolé pour changer le firmware, et lancer un Linux réel. Donc après, tu pouvais installer un Linux dessus et pouvoir configurer des services. Moi, je l'utilisais pour héberger mon site. Et ça tenait la charge. J'avais un Nginx, le truc 128 mégas de RAM, ça passe. On n'a pas besoin d'avoir un truc énorme pour faire un reverse proxy. Un pauvre serveur virtuel avec rien en RAM, enfin voilà. Après, il faut faire un peu de Linux pour que ça soit rentable et faisable. Mm. Mais en soi, la taille de l'infrastructure que tu as n'est pas un bon indicateur pour te dire est-ce que je peux faire de l'infrastructure ou pas. Ouais, mais bon, on est tellement bardé de partout, il faut de la puissance de calcul, il faut tout ça, donc je pense que tout le monde est un peu lobotomisé à ce niveau-là. Hein. Tout le monde pense qu'il faut une grosse conf en permanence, peu importe ce que tu fais. Moi, le premier, hein, j'ai souvent tendance à mettre beaucoup plus de ressources nécessaires que ce que ça va vraiment être utile à la VM. Après, c'est là où justement tu arrives dans une autre dimension dans Brascode, c'est que si tu veux le faire correctement, il va te falloir mettre en place de l'observabilité. Je parle pas de la supervision, hein. Je parle de l'observabilité. C'est est-ce que tu consommes les ressources qui sont cohérentes par rapport à l'utilisation de ta machine. Parce que finalement, si ta machine, tu lui alloues ne serait-ce que 20% de ressources supplémentaires, qu'est-ce que ça te donne en fait? Rien. Ouais, je suis d'accord. Ça va Et pas c'est là, faire et c'est là, et c'est là que l'avantage du cloud revient pour les clients ou avec, enfin, quand toi tu vends, c'est que tu payes à la consommation, quoi. Et donc du coup là, ils deviennent très regardants sur ce qu'ils consomment, quoi. Alors que quand c'est on-prem, en général, ils se posent pas trop de questions, quoi. Ouais, Ah bah ça non. dépend des clients. Parce que par exemple, tu peux avoir l'effet inverse aussi dans les très grosses structures où finalement, la personne qui gère les coûts sur le cloud n'est pas une personne technique. Alors tu vas avoir le côté où ils vont vouloir faire en sorte que tu consommes le moins possible jusqu'à des trucs complètement débiles. Ou alors tu vas avoir les mecs qui s'en foutent complètement parce qu'ils disent ouais, de toute façon, derrière, ils ont de quoi payer donc on s'en fout. Ouais, Tu vas avoir les états verts aussi dans ce sens-là. quand tu refactures et que le mec te demande un serveur de 96 Go de RAM et que tu lui dis, bah nous, sur les dernières années, on a vu qu'il en consommait que 32 et que ça va te coûter ça de plus parce que t'en mets 96 qui servent à rien, il réfléchit. Ouais, mais il réfléchit. Après, franchement, ça dépend sur qui tu tombes. J'ai vu des trucs des fois débiles. Et après, des fois aussi, même moi, ça m'arrive dans la boîte. Hein, je parle avec les gars, ils me disent ouais, le serveur machin pour le client, est-ce que tu crois qu'on peut mettre une machine un peu plus grosse? Ah oui, tu peux. S'il y a Mais besoin, s'il y pourquoi? a besoin réel. Non, mais je veux dire, le truc, il était lent, ça tournait pas. Il me dit ouais, si je change de SKU, ça sera 20 euros de plus. Bah, on s'en fout, 20 euros de plus par mois, c'est rien. On n'est pas sur un coût, tu vois, démesuré. C'est sûr qu'après, si le mec dans Azure, il te met une machine avec du GPU et tout ça, c'est Oui, 3000 c'est pas la balles même. par mois. Hein, 3000 balles par mois pour, pour une petite, quoi. C'est. En fait, c'est plein de règles de logique. Et finalement, l'infra as code va t'obliger aussi à rationaliser ton infrastructure, à repenser ton infrastructure, à mettre en place des garde-fous, des circuits de breakers. C'est-à-dire que tu mets en place des éléments pour séparer ton infrastructure réelle de l'utilisateur. On devrait le faire de base, mais finalement on ne le fait pas parce que c'est long. Sauf que si tu fais un template packer pour déployer un Nginx ou un SHA-Proxy ou je ne sais quelle autre brique pour faire du load balancing dans ton infra, ça te coûte pas grand-chose. Oui, une fois que c'est fait, c'est rapide après. Voilà. Oui, voilà, c'est une fois que c'est fait. Mm. Mais le problème, il est là. C'est que je pense qu'il y a plein de gens, ils n'ont pas la formation pour, et puis Ouais. Mais pour en revenir à ta question du débat de est-ce que ça vaut le coup quand tu as déjà une infra en place, moi je te dirais, avant de commencer par l'infra as code, la première étape c'est peut-être de commencer par la configuration as code. Oui, Ouais. Je je pense suis que assez c'est plus d'accord. simple de mettre la main dedans par là. Moi j'allais y venir. j'ai commencé avec PowerShell DSC, typiquement pour ma ferme RDS que je crée chez mon ancien client. Les serveurs, je les faisais pas avec l'infra as code. Hein. Les serveurs étaient créés avec des templates VMware, machin à l'ancienne. Hein. Par contre, toute la config était faite avec PowerShell DSC derrière. Une fois que le serveur a été créé, il rentrait dans le système de config as code et il était auto-configuré derrière. Mais la partie création, je le faisais à la main encore. Je n'étais pas allé à l'étape de l'infra. Après, c'est pareil, il faut pas se dire je fais de l'Ansible, donc je vais mettre
de la WX, je vais mettre tout ça. Non, c'est Il n'y a pas besoin. inutile. Tu peux faire de l'Ansible sans, il n'y a pas besoin. Tu Ah mets un oui, peu de Linux avec un peu de RAM, et, enfin même pas beaucoup. Enfin, quand je dis un peu de mon- RAM, mon- c'est genre 512 mégas, quoi. j'allais dire mon contrôle panel que j'ai sur mon Proxmox là que je viens de monter, il fait 512 mégas de RAM, un core. C'est un pauvre Debian 12, voilà, avec Ansible dessus, terminé quoi. Voilà. Après, par contre, quand tu mets en place des outils type AWX, type les control planes, des choses comme ça, il faut vraiment penser à la sécurité. Par contre, quand vous êtes sur une infra réelle, faut pas se dire je vais mettre un mot de passe de merde. C'est Ah vraiment oui, bah oui. des trucs débiles parce que finalement, c'est une machine typiquement qui va avoir des accès privés. Accès à tout. Ouais. Donc, je vous invite à regarder ce que c'est qu'une Privilege Access Workstation. C'est un pattern pour justement mettre en place une machine de gestion de son réseau. Parce que, par exemple, normalement, on n'est pas censé utiliser son ordinateur personnel de travail pour faire ces accès-là. C'est l'autre intérêt de l'infra-as-code finalement, et du config as-code. C'est que tu vas pouvoir envoyer toutes tes sources dans un Git, un GitHub privé bien évidemment, hein, pas un repo public, hein, au cas où, je le dis comme ça. Et vous allez pouvoir utiliser avec Ansible, par exemple Ansible Vault, pour chiffrer ce que vous mettez dedans. Donc vous enlevez quelque part une complexité. Pensez à sauvegarder votre clé à l'extérieur du repo, par contre, on ne sait jamais. Mais l'intérêt derrière, c'est de se dire, je fais de l'infrascode, donc je vais pouvoir aussi avoir une logique de créer des pipelines pour pouvoir gérer mes déploiements. Et donc finalement, c'est l'agent, le runner, qu'on va installer sur l'infrastructure, qui lui va avoir les droits pour faire les actions. Mais pas toi, en tant qu'humain. Parce que toi, Oui. tu es faillible. Tu peux faire des bêtises. Tu peux te faire pirater. Tu peux te choper un crypto-locker. On est des humains. Donc si tu déportes cette logique-là ailleurs, avec très peu de ressources, tu peux le faire. Dire, moi j'ai des agents pour Azure DevOps en interne chez nous, là, chez Simplified. C'est du B1 MS, quoi. Donc B1 MS, c'est Burstable Série numéro 1, donc c'est un CPU avec un peu plus de RAM. Je crois qu'elle fait 2 Go de RAM. On n'a pas besoin d'avoir des trucs énormes pour faire de l'infrascode, on n'a pas besoin d'avoir un Oui, oui. serveur, on n'a pas besoin d'avoir 50 000 use cases. Il faut juste se dire pourquoi je le fais et partir de ce principe-là. Et donc après, on arrive dans les logiques aussi qui rejoignent le dev finalement, donc TDD, DDD, etc. C'est qu'est-ce que je veux résoudre comme problème? Si t'as pas de problème, pourquoi tu cherches à le résoudre? Pourquoi tu veux t'en créer? Voilà, enfin, je veux dire, c'est comme tu vois, par exemple, moi je me rappelle d'un tweet de Chiffre Snover qui disait bah, quand tu veux résoudre un problème avec les regex, tu finis par en avoir deux. Mm. Ça marche avec n'importe quel outil. Et que si tu as un problème qui n'est pas clairement identifié et que tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, tu ne pourras pas le résoudre. Oui, c'est sûr. Le problème, pourquoi tu ne vas pas le résoudre? Et du coup, si ton infra fonctionne très bien sans infra as-code ou configuration as-code, pourquoi en mettre? Pour la reproductibilité, moi je dirais. Enfin, si par exemple j'étais dans ton cas, je le ferais pour cette raison-là. Oui, uniquement en cas de crash ou des choses comme ça, pour pouvoir remonter une infra rapidement. C'est ça. Hmm. Ce qui est déjà pas mal, finalement. Oui, oui, oui. Mais je veux dire, à quel moment ça vaut le coup de le mettre en place en prod, entre guillemets? Je veux dire, à quelle volumétrie d'infra il faut, ou limite ça devient un impératif? Il n'y a pas de forcément de volumétrie. Je pense pas que ce soit une question de volumétrie. Non, mais demain, t'as 10 000 serveurs à monter, enfin, tu vas pas te taper les 10 000 à la main, Ah tu oui, vois. non mais là clairement, C'est dans ce sens-là, je veux dire ça. Je veux dire, à quel Ah. moment tu passes le gap de bah, il faut impérativement passer par là. Pour moi, Bah, si tu arrives quelque part où tu dois monter 10 000 serveurs et que le client, par exemple pour moi, puisque je suis en ESN, n'a pas les outils qu'il faut, tu te tapes à la main, quoi. Hein. Ou alors faut lancer un projet, quoi. non, Mais mais ça se prévoit. pour moi, typiquement, à partir du moment où tu as deux machines qui doivent être identiques Oui. ou similaires, à 80%, on va dire, là, Mais il y a toujours, quand tu fais du Windows, il y a toujours la couche basse qui doit être similaire partout. Donc la config as code, tu peux la mettre quasiment en place n'importe où. voilà. Donc tu prends l'ISO qui va bien en anglais, on n'installe jamais un serveur en français, c'est la mort, ça. C'est interdit. J'ai pensé à toi d'ailleurs, Micode dans sa dernière émission, on parlait justement des installations comme ça. Il fallait, enfin, je reviendrai là-dessus plus tard, mais
t'avais raison. Pour le coup, ils en parlent justement. Il faut bien l'installer en anglais. Moi, je te jure que, en fait, on avait découvert ça, du coup, quand je travaillais sur Grenoble. On mettait en place, en fait, des compteurs de performance pour Windows, avec un outil de gestion de parc Kaseya, là. Et en fait, quand tu as des Windows français, C'est une les catastrophe. compteurs de perf, ils sont localisés, mais n'importe comment, Avec des accents dedans et tout. avec des accents dedans, des fois ils y sont pas, des Ouais. fois tu as un guillemet simple, des fois tu as un apostrophe double, des fois tu en as 15, tu sais pas pourquoi, et donc et en plus tu n'as pas de moyen de pouvoir les interroger par un ID. Tu vois, il y Non. a un ID, mais tu peux pas l'utiliser pour pouvoir le faire. Donc du coup, tu te retrouves avec des compteurs de perf où bah, finalement, tu as une liste comme ça. Hein, je vais mettre dans la caméra, voilà. Comme ça, pour le même compteur de perf. Ouais, c'est une catastrophe. C'est juste lamentable. Et après, en plus, bah, l'autre point, c'est que tu as un message d'erreur en français, mal traduit. Je pense notamment à WSS, enfin non, VSS, pardon. Mm. Ça date un peu ces trucs-là. VSS, c'est un système sur Windows pour faire du snapshot des volumes. Et en fait, bah, sur 2003 serveur, par exemple, quand il est en français et qu'on tape la commande, c'était VSS Showwriter, un truc comme ça, il te met état écurie. D'accord. Oui, bah, stable. Écurie. Ah, quand j'ai dit ça, j'étais mort de rire. Hein. C'est pas possible. Non, mais tu passes la MC de gestion des GPO en français. Tous les noms des GPO sont traduits à l'envers. Tu comprends même plus ce que fait la GPO. Mais oui, c'est ça. Et c'est le même principe que quand tu passes une certification, en fait. Les traductions sont souvent automatiques. Passer une certification en français, c'est le meilleur moyen de se planter. Installer un OS en français, c'est le meilleur moyen de se planter. La Et seule... encore pire quand tu dépannes, c'est que souvent tu trouves des docs en anglais sur Internet. Donc après, il faut traduire en français les termes des menus techniques que te donne la doc. Et Bah, souvent, c'est ça. toi, tu traduis d'une façon, c'est pas traduit pareil dans le système, quoi. Donc c'est dur de retrouver des fois les menus, les machins, quoi. Et donc du coup, effectivement, bah, après, tous ces sujets-là qu'on aborde sur la question des langues, etc., bah, quand tu fais de l'infrascode, finalement, c'est multiplié par 100. Ces types d'ennuis de langue, de machin, etc. Parce que finalement, comme tu automatises les choses, tu as les ennuis beaucoup plus vite. Dans mon DSC pour mon infra à RDS, j'ai eu ce souci. Parce que les serveurs étaient en français et que bah, j'arrivais pas à passer le terme qu'il fallait dans mon code parce qu'ils ne le comprenaient pas. Comme. Ils voulaient rien savoir. Alors, Et j'étais bloqué là-dessus. l'astuce pour les serveurs de type RDS, bureau d'accès à distance, tout ça, tu l'installes en anglais et tu mets le pack de langue, Oui, basé sur l'utilisateur. sauf que nous, à la base, voilà, j'étais dans une administration française et on installait tout en français. Donc voilà, c'était Je l'ordre. te plains, quand une dernière fois tu parlais des Russes, là, ça doit être encore plus compliqué, je pense. Alors, c'est très compliqué quand tu arrives sur une interface en cyrillique. La, C'est ce que j'allais te dire. la seule chose qui peut te sauver la vie, c'est que tu te rappelles des menus par cœur. Tu sais où est le menu démarrer, stop, machin, par cœur. Sinon, t'es perdu. C'est incroyable, c'est incompréhensible, tu comprends rien, quoi. Moi, j'ai découvert Lotus sur une interface en allemand. Ouais. Lotus Oh, Note, putain. hein, pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était un truc d'IBM. C'est un concurrent d'Exchange. En gros, En gros, voilà, c'est un en concurrent très gros. d'Exchange, SharePoint, un peu tout Voilà, ça. il faisait tout faire. Il faisait tout, et puis il a été très mal implémenté dans quasiment toutes les boîtes parce qu'ils ont tout customisé n'importe comment. Alors, je l'ai jamais utilisé. Ma femme a commencé sur Lotus dans sa première boîte. Ensuite, elle a subi une migration Exchange, comme elle dit, parce qu'en fait, elle était très contente de Lotus. Oui, les utilisateurs étaient très contents. Donc, C'est vrai voilà. que les utilisateurs étaient très contents de Lotus, globalement, quand c'était bien configuré, que ça marchait bien. Oui, Parce qu'après, tu avais des implémentations bien pourries. C'est comme SAP, c'est comme tous ces logiciels, on va dire groupware, qui finalement, s'ils sont mal implémentés, ça marche pas bien. L'infrascode, c'est la même chose. Quand on met en place un outil comme ça, il va falloir faire aussi attention de former ses collègues, leur expliquer le j'allais dire, faut que toute l'équipe ait le même mindset, parce que Voilà. moi, Ah, mais justement, j'en reviens toujours à mon infra RDS, que j'étais le seul à vouloir faire de l'infra as code dans mon ancienne vie. Et qu'un jour, en pleine vacances, on m'a appelé en me disant mais on n'arrête pas de désactiver un truc sur ton serveur RDS, mais il se réactive toutes les 15 minutes. Bah ouais, mon PowerShell DSC, il repasse derrière, il le réactive parce que j'ai dit que ça devait être activé.
Donc il faut aller dans le code, le changer et le mettre en disable, quoi. Ah ouais, mais tu fais chier, machin. Bah ouais, mais d'un autre côté, c'est pareil, ce côté automatique, enfin, remédiation automatique sur changement, pour moi, c'est un super bonus. Ah Parce que ouais, moi, finalement, c'est le truc qui m'énerve le plus avec Ansible. C'est qu'il n'y ait pas cette rémédiation. C'est pour ça que je fais du PowerShell DSC. Parce que quelqu'un passe derrière sur ton serveur, il change un truc, ton code il repasse derrière, il réécrase, il dit moi je veux que ce soit comme ça, point barre. Alors qu'Ansible, t'es obligé de relancer ou de faire un cron qui va le relancer régulièrement, quoi. oui, C'est mais chiant. après, si par exemple tu mets, enfin, si tu veux cette fonctionnalité-là, il va falloir passer plutôt par de la WX. Et là, Oui, mais c'est la WS derrière, c'est un cron. C'est un task scheduler qui va relancer régulièrement ton playbook. Alors, il y a un truc qu'on a testé avec un de mes gars, là, c'est le Event Driven Ansible. Et alors, ça, c'est juste une folie. Tu récupères un event et tu déclenches un playbook sur event. Faut que tu regardes, tu vas Hmm. voir, c'est super rigolo. Ouais, ça je vais regarder. C'est un rulebook en fait. C'est Ouais, pas un ouais, moi playbook. franchement sur Ansible, je comprends pas. Enfin, après c'est pas un outil pour garder une config. C'est un outil de configuration as code, quoi. C'est pas un outil pour. Mais Ça fonctionne c'est pas pas de le la même même but que manière. PowerShell. Ouais, parce que DSC, lui, il va créer une mob. Oui, oui, TSC, lui, il va dire, moi je veux que ce soit comme ça, et toutes les X temps, en fonction de comment tu l'as configuré, il va s'auto-corriger s'il y a une dérive. Tout à Et fait. la Mais gestion par de la contre, dérive n'est pas faite dans Ansible, ça m'énerve un peu. alors elle est faite quand tu utilises les outils comme Tower, comme Oui, oui, c'est ça. etc. Parce que finalement, oui, bah, c'est pas fait pour. Enfin, c'est pas conçu de la même manière. Oui, c'est pas la même philosophie, quoi. Par contre, je t'enverrai un truc. Il y a le créateur d'Ansible qui a réécrit Ansible en Rust. Oui, oui, j'ai suivi le truc un peu. Et le truc, il a l'air bien méchant. Ouais, et ça a Et l'air bien plus rapide surtout. ouais. Alors pour ceux qui font de l'Ansible aussi, il y a moyen de l'accélérer assez facilement quand on a un gros volume de machines. On peut paralléliser, on peut machin, enfin. Ouais, mais par contre, il faut changer, il faut utiliser Mitogène. Hmm. Ansible Mitogène, vous trouvez ça assez facilement. Et ça permet de rendre ça beaucoup plus rapide que le Bon, driver SVH par défaut. on va arriver à la fin de l'épisode, on résume. Tout à fait. Infra as code. Si on veut automatiser, si on veut passer en langage déclaratif, si on veut que ce soit fait tout seul, que ce soit répété, c'est tout ce qu'il nous faut. Et il n'y a pas de limite a priori de taille ou de machin. Il faut avoir un besoin, quoi, tout simplement. Voilà. C'est le use case, et le use case, et le use Mais case. le use case, comme dit de base dans le management as code, qui est pour moi la première étape, vraiment pour mettre le pied dedans, c'est à partir du moment où tu as des serveurs qui sont tous basés à 80% sur la même config, bah, le management de code déjà c'est le premier pas, quoi. Bah, tu prends un exemple bête. Tu veux mettre en place le NTP correctement entre des Oui, serveurs c'est Windows ça. et Linux. Tu fais un playbook Ansible pour ça. Tu veux être sûr que tous tes NTP soient configurés de la même façon, que tu aies la même clé de registre présente dans tous tes serveurs Windows, que tu aies tes machins, management as code, Ansible, PowerShell, il y en a d'autres, hein, Puppet, Chef, on en a vu plein, hein, mais c'est Ouais, voilà. alors après, Puppet, il est un peu plus lourd à mettre en place. Oui, Chef, oui, pareil. c'est Tu es obligé d'avoir une Ansible, licence légale Ansible Google. PowerShell DSC. Quand tu fais du full Windows, PowerShell DSC, c'est pas mal, même si ça gère aussi du Linux. Attention, on peut Ouais. faire du Linux aussi avec. Mais là, il faut connaître le PowerShell déjà, donc c'est l'avantage. Quand tu es admin 6 comme moi, Windows, tu connais le PowerShell, ça va vite. Ansible, c'est voilà, ça marcherait bien, c'est gratuit aussi à mettre en place, pas besoin d'une grosse machine. Donc, ouais, pour moi, la première étape, voilà, c'est vraiment commencer par ça pour les configs de base identiques sur tous tes serveurs, quoi. Sur de l'existant, je ferais Oui, pareil. Par contre, sur une infra où tu repars de zéro, je commencerai par la partie template avec du Packer, par ouais. exemple, pour avoir un modèle déjà prêt avec des règles, on va dire, de hardening de base, etc. Une fois que tu as ton image à jour Windows, Linux, tu as les deux, tu peux dériver à partir de cette image pour les Oui. déployer avec n'importe quoi, hein. Tu peux déployer Packer, avec... on l'a pas dit, mais c'est un outil pour créer des images, des golden images, hein, Oui, des oui, trucs, des images prêtes à être déployées, quoi. tout à fait. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'en fait, on va avoir une logique de build. Donc on peut la relancer autant de fois qu'on veut. Et Oui, il y a un autre truc qui n'est pas connu avec Packer, mais qui est super cool, c'est que tu peux utiliser les mêmes provisionneurs pour... donc provisionneur, c'est dans le langage Packer, c'est les scripts en gros que tu vas lancer. mm, Donc là, dedans, tu peux mettre de l'Ansible, tu peux mettre du PowerShell, tu peux mettre ce que tu veux. Mais tu vas pouvoir faire en sorte d'avoir, par exemple, une image pour du vSphere, une image pour de l'Azure. Tu vas oui, créer oui. en parallèle les deux images avec les mêmes éléments dedans. Oui, c'est l'avantage de Packer, c'est que ton image, elle est créée, elle est montée, elle est produite, et ensuite elle est copiée, enfin créée ou sauvegardée dans l'environnement qui t'ira bien, quoi.
C'est ça. Tu crées. Tu peux faire de la multi-image avec le même script packer, quoi. Voilà, tout à fait. En parallèle, en plus. En parallèle, ça c'est cool. Ça, c'est super cool. Voilà. Donc, Infrascode, mettez-vous-y. Voilà, en bon français. c'est ça. Faut pas avoir peur. Voilà. Faut y aller, et il faut y aller step by step, quoi. Voilà, faut éviter de mettre trop de boucles, de machin et tout pour faire des trucs compliqués au début. Faire du simple, lisible, clair, documenté au fur et à mesure, parce que finalement, si on a un Oui. travail à côté, bah, voilà. Et pensez dès le début au découpage de vos tasks dans Ansible ou ce genre de choses, parce que quand ça va commencer à grossir, ça va être compliqué de débugger, quoi. Ouais, alors après, ça, sur ce côté-là, non, amusez-vous d'abord. Ouais. Amusez-vous d'abord, faites des trucs rigolos. Et pas en prod. Activez Kosei sur. Justement, si tu fais pas en prod, c'est pas drôle. Non, il faut activer Kosei. Par contre, ça, c'est obligatoire dans Ansible, c'est pas une option. Kosei, c'est le truc qui fait la petite vache là. Donc c'est beaucoup plus rigolo quand tu as les messages d'erreur dans une petite vache que juste comme ça. Voilà, je viens d'apprendre un truc. Je vais Ouais, l'activer moi aussi, aussi. tu vois, je vais regarder parce que je vois pas ce que c'est. Quand c'est drôle, c'est drôle. Voilà. Après, bah. Je vais mettre ça en prod chez mon client, il va être content. Bah, franchement, moi j'ai pas eu de retour négatif là-dessus. Parce que finalement, ça rend le truc un peu plus fun aussi. Parce que quand Je vais demander à mes collègues je vais demander aux collègues de chez mon client qui font du Ansible depuis plus longtemps, s'ils connaissent, quoi. Bah, en fait, c'est à partir du moment où tu as le package qui est installé, Kosei, sur la machine Linux, il l'utilise automatiquement. Bah, je vais regarder ça. Donc, tu fais ta petite règle. Ouais. Dès la fin de l'épisode, je m'empresse d'aller mettre ça sur mon Ansible. Ah, point très important, Ansible sait gérer du Windows, y compris en SSH. Oui. Mangez-en, parce que c'est beaucoup plus simple que de mettre en place. Bah, dans mon template Windows que j'ai créé sur mon Proxmox, j'ai installé OpenSSH de base, quoi. Ouais, parce que par exemple, pour mettre en place de l'authentification sécurisée sur Ansible avec du Windows, pour le faire de manière sécure, bon courage. Ouais. Faut que le Linux il soit dans le domaine, etc. Avec du Kerberos et tout, c'est un peu la loose. Donc faites du SSH. Parfait. Allez. Bon, bah, messieurs. Merci beaucoup. Merci pour tous ces d'avoir pris conseils. votre temps. Attends, tant que j'y pense, parce que je sais qu'elle regarde souvent tes podcasts, on fera un coucou à Merguez. Je sais qu'elle se reconnaîtra. Et à Lily et Nola aussi, du coup. Allez, merci. Qu'elle comprenne tout, mais c'est pas grave, au moins. Non, mais au moins, voilà, elle regardera à la fin, elle aura son coucou Merguez, et puis voilà, elle sera contente. Voilà. Okay. Bah, coucou Merguez alors. Voilà. Allez, merci les gars. Salut. Bon, bah, à la prochaine. À la prochaine. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté Texpresso. Votre soutien compte énormément pour nous. Restez branchés pour plus de tech et de fun. À la prochaine et encore merci à tous. Ciao. Des histoires à partager, la tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets dans cet espace chill où la curiosité naît.